Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire à l'occasion de la sortie de notre dossier de bonnes pratiques autour de l'innovation. Je m'appelle Cindy Aymon, je travaille au CNER en tant que responsable études, publications et contenu éditorial depuis 2 ans maintenant. Et ce dossier de bonnes pratiques a été rédigé en collaboration avec Vincent Gaulin et Calemont Connecté. Il a pour objectif de montrer comment les territoires peuvent concrètement stimuler ou accompagner l'innovation. Nous avons réalisé ce travail en nous appuyant à notre veille riche et quotidienne, mais également sur des analyses documentaires et des échanges avec de nombreuses agences, des collectivités et des structures inspirantes. Chaque bonne pratique a été vérifiée, documentée et validée par l'acteur qui en est à l'origine. Tout ce travail de qualification vous garantit des informations fiables et utiles. L'innovation, eh bien, ce n'est pas que de la technologie ou des startups, ce sont aussi des méthodes, des réseaux et des actions adaptées aux réalités locales. Ce document est là pour inspirer, pour donner des idées reproductibles et pour montrer que chaque territoire peut devenir un terreau fertile pour l'innovation. Alors, je vais passer. Hop. Ce dossier est réparti en 2 grandes parties. La première partie qui dresse un état des lieux de l'innovation en France et la deuxième partie qui est le cœur du sujet, c'est 16 bonnes pratiques classées en 4 catégories. Nous y reviendrons d'ici quelques instants. Alors, pour cette première partie, si on revient un petit peu là-dessus, vous découvrirez une présentation et un état des lieux documenté. Qui innove, comment, quels sont les leviers, les types d'innovation, les défis à relever. On y parle d'acteurs clés, on y parle de nombreuses choses. Il y a beaucoup d'interventions, notamment par exemple celle de Timnis Côte d'Azur qui nous parle de l'implantation comme source d'innovation. On a aussi le collectif Startup Industriel qui nous parle des accélérateurs territoriaux. Un schéma sur la dimension territoriale de l'innovation qui vous sera expliqué par Vincent tout à l'heure. Mais en attendant, j'aimerais vous parler de cette étude de l'INSEE qui était sortie en novembre 2024 et qui nous indique que l'innovation en procédé est quand même nettement plus fréquente que l'innovation en produit. Les bénéfices environnementaux sont au cœur des démarches d'innovation. 45% des entreprises ont estimé à cette époque que l'innovation avait un impact environnemental important, en particulier en réduisant la consommation d'énergie, les émissions ou les déchets. Et malgré ces dynamiques, 35% des entreprises innovantes ont déclaré ne pas avoir pu innover davantage par un manque de ressources financières, humaines ou matérielles. Et hop, je vais passer tout de suite la parole à Vincent. Oui, merci Cindy. Bonjour à toutes et à tous. Vincent Golin, donc je suis le directeur des études et de l'expertise du CNER. J'ai eu l'occasion de travailler en agence de développement pour des pôles de compétitivité, donc Cap Digital, auquel j'ai participé pendant de nombreuses années, en agence urbaine, etc., etc. Donc l'innovation, je l'ai vue sous différents angles. Je l'ai vue sur la façon dont on fait de l'innovation, la façon dont on accompagne des entreprises innovantes, la façon aussi dont on construit des schémas à l'échelle métropolitaine ou à l'échelle régionale sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et donc, on a essayé dans cette première partie avec Cindy de refléter ce qu'était l'innovation aujourd'hui dans les territoires et comment vous pouviez regarder cette innovation en fonction de vos priorités et vous donner en fait quelques clés de repère. Le premier graphique qui est là, c'est un peu une synthèse de la littérature sur finalement qu'est-ce que c'est que l'innovation. Et on peut distinguer en fait 3 grands éléments. Premier élément, c'est la question des leviers d'innovation. Souvent, en fait, quand on parle d'innovation, on parle de levier d'innovation en tant que technologie. Il y a un rapide raccourci qui est fait là-dessus. Mais vous savez aujourd'hui que l'innovation est multiple et puis qu'il y a plusieurs leviers d'innovation qui peuvent être les usages. Si vous travaillez sur de l'innovation par l'usage, par exemple dans les espaces urbains, les villes ont beaucoup travaillé sur l'usage que peut faire un public de ces espaces et comment on peut faire de l'innovation à cette échelle-là. Il y a l'innovation aussi des questions de prix, le positionnement de prix de l'innovation, des innovations de nature sociale, l'éco-responsabilité, qui est un élément important dans une société qui doit veiller à ses ressources. Puis après, il y a plein d'autres leviers. Mais les 5 qui sont là sont souvent les 5 principaux et vous voyez qu'ils débordent très largement de la technologie. Ce qui explique que d'ailleurs, dans les exemples que vous présentera ou que vous trouverez dans le document, vous trouverez pas que de l'innovation ou du soutien de l'innovation par la technologie, mais aussi d'autres natures de leviers. Deuxième élément, c'est les types d'innovation. Et il y a eu beaucoup d'évolutions là-dessus.
En fait, les gens qui travaillent sur les types d'innovation sont partis sur plusieurs directions. Et aujourd'hui, tout le monde revient sur finalement deux grands types d'innovation. Et je vous renvoie aux travaux notamment de l'OCDE là-dessus, qui fait un travail remarquable à l'échelle internationale. Ce qu'on appelait traditionnellement finalement l'innovation de produits et de services, est au cœur souvent des entreprises. C'est-à-dire que finalement, chez innovation produit, je mets un nouveau produit sur le marché ou je mets un nouveau service sur le marché. Ce produit, ce service doit être innovant au sens des leviers qu'on a vus précédemment. Mais on parle aussi beaucoup d'innovation aujourd'hui dans les processus. Et les processus d'affaires, ça a permis d'éborder en fait sur différentes fonctions d'entreprise. Bien sûr, la production, mais aussi la distribution et la logistique, la partie commercialisation, marketing, vente, système d'information et de communication, on va dire autant de l'IA évidemment, administration et gestion, développement de produits et de processus d'affaires. Ça veut dire qu'en fin de compte, dans les entreprises que vous accompagnez, il faut aussi regarder ce qu'elles font au-delà de l'innovation de produits et de services pour se dire, mais finalement, quelquefois, l'innovation de processus d'affaires qu'elles utilisent, qu'elles promeuvent, qu'elles vendent aussi, hein, ça peut être tout aussi intéressant comme levier d'innovation et évidemment levier de développement d'entreprise. Et puis après, il y a la question de l'intensité de l'innovation. On parle dans certains territoires d'innovation de rupture. C'est-à-dire que grosso modo, l'innovation qui va sortir, souvent, c'est des grosses structures, un grand équipement scientifique, un grand laboratoire de recherche public ou privé. Il vise à aller je dirais, à la frontière de la connaissance et amener une rupture radicale le plus possible sur finalement un certain nombre de sujets qui peuvent être au début scientifiques, mais qui va se traduire dans de l'innovation. Donc, on pourrait dire qu'il y a différents types de ruptures. On pourrait parler de grandes révolutions scientifiques et technologiques. On pourrait dire que l'IA est une forme de rupture en termes d'innovation. Mais on peut aussi se dire que de manière beaucoup plus simplifiée, on pourrait rentrer aussi là-dedans. Par exemple, le smartphone, qui à un moment ou à un autre a fait une forme de rupture entre la technologie, la nouveau téléphonique, mais qui était plutôt classique, avec quelque part une innovation qui a complètement transformé le marché. En fait, c'est là où on voit bien que rupture, c'est on transforme le marché, voire même on ouvre un nouveau marché. Incrémental, c'est souvent on fait de l'innovation à partir de ce qu'on sait faire déjà, mais on va beaucoup plus loin. On introduit peut-être un nouveau processus de fabrication, on va prolonger un produit sur certaines fonctionnalités, et donc les entreprises qui travaillent là-dessus, c'est souvent le cœur de chauffe. En fait, elles essayent de maximiser une innovation, quelquefois de rupture qu'elles ont menée, et après, elles vont aller beaucoup plus dans l'incrémental en fonction d'un certain nombre de demandes ou de marchés qu'elles veulent ouvrir. L'assemblage, c'est l'innovation souvent des plateformes. Vous savez, les plateformes Internet, etc. En fait, finalement, quand vous discutez avec celles et ceux qui sont à la base de plateformes, ils font de l'assemblage technologique. Ils vont prendre un système Apple Pay d'un côté, ils vont prendre un système de connexion avec LinkedIn de l'autre, ils vont prendre un système de gestion de la logistique, etc. Donc l'innovation, là, elle est sous la forme d'assemblage de briques technologiques par rapport à un marché. Et c'est là où se situe aussi la forme d'innovation, c'est la capacité à adresser un marché par assemblage. Et le dernier, c'est l'adaptation. On connaît bien ça dans les agences de développement et quelquefois dans les territoires, au sens des services de développement économique. C'est une entreprise qui dit, mais moi, j'ai développé ça aux États-Unis, en Asie, un super logiciel. Je vais l'adapter à votre marché européen. Je vais l'adapter au marché français. Donc, l'adaptation, c'est finalement quelquefois du design graphique, c'est de linguistique, ça peut être un peu plus loin. Mais finalement, on adapte quelque chose qui est mature ou bien avancé sur un autre marché et on l'adapte souvent sur un autre marché géographique et on fait de l'adaptation. Ou alors on va translater d'un marché d'early adopter vers un marché plutôt de personnes qui sont, je dirais, mainstream dans leurs usages. Ça, c'est les profils possibles de l'innovation. Et ça montre bien que l'innovation, en fait, on peut croiser innovation d'usage, de produits, d'assemblage. Vous voyez, on peut arriver à croiser ces trois dimensions. Elles ne sont pas étanches, mais elles déterminent des modèles d'innovation au sein des entreprises ou d'organisations, je dirais, qui sont innovantes, y compris d'ailleurs dans le secteur public. Excusez-moi. Euh, Si on passe à la diapositive suivante, alors, du coup, j'ai pas la main, Cindy, merci. On a voulu vous aider en se disant, mais finalement, quand on se doit parler de l'innovation de mon territoire, qu'est-ce que je regarde? Alors moi, j'ai beaucoup regardé ce que les uns les autres produisent, mon écosystème d'innovation, mon ceci, mon cela. Puis avec Cindy, on s'est dit, bon, bah, finalement, il y a des grandes catégories d'acteurs pour décrire son écosystème de l'innovation. Des acteurs de l'enseignement supérieur de la recherche publique, c'est souvent ce qui vient rapidement, évidemment, en tête. Ensuite, les entreprises, les administrations publiques. Dans les administrations
l'administration publique, aujourd'hui, les associations et même les associations de particuliers, il y a des gens qui sont en charge de l'innovation, de politique publique, etc. Donc, c'est hyper important d'avoir ça en tête. Les structures d'accompagnement, alors évidemment les agences, les pôles de compète, les technopoles, etc. Les structures d'incubation, d'accélération, d'hébergement, qui jouent un rôle important. Évidemment, on ne peut pas faire d'innovation sans avoir un peu d'argent dans la poche. Donc, acteurs publics, acteurs privés, acteurs aussi individuels, si on pense aux business angels, par exemple. Les acteurs publics qui sont en charge de grandes stratégies et politiques d'innovation à échelle nationale, européenne, locale, etc. Tout ce qui est propriété intellectuelle, n'oublions pas, hein, c'est quand même un élément hyper important. Et puis l'innovation, c'est aussi ce qu'on peut faire en termes de diffusion, de mise en réseau, d'influence, etc. Donc on va trouver évidemment des acteurs, mais aussi de lieux finalement qui jouent un petit peu ça, des événements, des think tanks, des réseaux professionnels que d'ailleurs certains d'entre vous nous ont décrits comme étant un peu au cœur de leur façon de faire circuler l'innovation au sein de leur territoire. Ça, c'est un petit peu les grands acteurs territoriaux de l'innovation. Et on a voulu aller un petit peu plus loin. Et là, on va avoir un graphique qu'on a découpé en différents morceaux pour bien comprendre cette notion de chaîne de valeur de l'innovation à l'échelle territoriale. Il faut avoir en tête que historiquement, quand on parle d'innovation, on parle de la recherche et on va jusqu'au marché. Ce modèle, c'est le modèle qu'on peut appeler science-driven ou guidé par la science, en fait, grosso modo. Ça a souvent d'ailleurs guidé les politiques technologiques en France et les politiques scientifiques. C'est de se dire finalement, on imagine quelque chose dans les laboratoires et on va les transférer vers le marché. Donc c'est une logique finalement, je dirais, de la science vers le marché. Mais on s'est bien rendu compte que l'innovation, elle pouvait naître aussi de la connaissance marché. Et donc, finalement, de gens qui connaissent le marché, d'entreprises, mais aussi d'intermédiaires, et qui vont remonter finalement sur la science ou vers la technologie des besoins. Le bon exemple, c'est d'un côté, vous avez finalement une SAT qui peut travailler sur de la valorisation de compétences scientifiques qui sont dans une université, d'équipements, etc., etc. Et puis de l'autre côté, la même SAT, dans certains cas, qui va partir de la demande d'entreprise et se tourner vers les laboratoires, vers les chercheurs, ou aussi au sein même d'une entreprise, vers les laboratoires privés, pour dire, on a une demande là, il faut adresser ce marché de telle et telle manière, qu'est-ce que vous avez qui puisse aider à résoudre un problème? Typiquement, je suis un industriel, je fabrique des biscuits, je les mets sous un plastique, et puis il y a de la buée qui apparaît. Bah, j'ai un problème parce que je ne peux pas vendre mes biscuits là pour le coup et je peux me retourner vers des gens qui savent faire de la science et de l'innovation pour m'aider par rapport à un problème très ponctuel. Ça, je dirais, c'est une première partie dans la dimension territoriale de l'innovation. On va avoir des acteurs qu'on va appeler input, c'est-à-dire que on met des moyens dans la recherche publique, la recherche privée. On verra bien ce que c'est derrière. Et puis après, cette logique de transformation, comment finalement ces moyens que je mets, quels sont les facilitateurs pour transformer, je dirais, des investissements humains, financiers en équipement, en quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on voit apparaître derrière. C'est ce qu'on appelle les retombées territoriales. Donc, on passe des capacités aux retombées avec ce qu'on appelle des outputs ou des impacts. Output, c'est toujours un terme qui vient du monde de la science. C'est d'ailleurs les outputs, c'est les publications scientifiques, les brevets, les créations d'entreprises, etc. C'est des choses qu'on va mesurer sur un temps court, un temps moyen. Sur son territoire, on voit apparaître l'année dernière tant de créations, tant de ceci, tant de cela. Les impacts, ça va être à plus long terme. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Cindy, on remarque que l'installation d'entreprises, quelquefois sur un territoire, les retombées sont évidemment à court terme, hein, mais on peut avoir aussi un impact à long terme parce que finalement, ça a transformé des habitudes, ça a transformé une approche du territoire. Je vous donne un exemple, Disneyland Paris. Bon, voilà. Disneyland Paris, quand Disney est arrivé en Europe, et plus particulièrement c'est localisé en France, un des enjeux, c'était à travers Disney que la France, grand pays touristique, apprenne la façon, je dirais, de la relation client, comme savent faire les Américains. Et force est de constater que, il y a eu un effet d'entraînement sur d'autres groupes français, hein, de l'hospitality, mais d'une manière générale, il y a des gens qui ont transformé leur comportement avec une écoute client beaucoup plus forte. Et ça a été rendu possible par de l'innovation. Là, on n'est pas dans de l'innovation technologique, mais bien dans l'innovation d'usage, dans la façon de travailler avec le marché, qui a été nécessaire et a permis en fait de belles réussites en France. Cet exemple-là ne vaut pas démonstration, mais c'est pour vous donner une illustration. Si on passe sur la diapositive suivante pour compléter le graphique, parce que vous me direz, bon, on voit un grand graphique, mais il n'y a pas grand-chose. euh, la dimension territoriale de l'innovation, qu'est-ce qu'on va mettre dans chacune de ces chapitres? Dans les inputs, c'est ce que j'ai dit, c'est de la capacité. Capital humain. On va regarder ce qu'on a en capital humain sur son territoire. Capacité de recherche,
entreprises innovantes, établissements à proprement parler, ressources partagées entre public et privé, foncier immobilier dédié, équipements scientifiques, coopération, grands projets. Donc tout ce qui est finalement sur le territoire, on pourrait dire une forme d'investissement, que ce soit dans du capital humain, dans les machines, dans des lieux, etc. Ça, c'est, je dirais, ce qui permet derrière de faire des choses. Mais il ne peut rien sortir de tout ça, hein. Il peut sortir beaucoup de choses. Il y a des acteurs qui vont aider à la transformation. Et on va retrouver là nos incubateurs, nos pépinières, nos SAC, les structures d'accompagnement, les acteurs du financement, et ceux qui sont plus spécialisés dans le financement, ceux qui font de l'animation, de l'événementiel. Donc finalement, c'est une mise en dynamisation pour partie des inputs et aussi un lien qui va se faire avec la partie marché. Et ça, c'est un élément important parce qu'on sait bien qu'il faut un petit peu les deux. Et c'est des acteurs qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. Et après, va se produire ce que j'appelais tout à l'heure les outputs et les impacts. Et là, on va pouvoir se dire, mais sur le territoire, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on va regarder production scientifique, avancée des sciences, propriété intellectuelle, commercialisation, entrepreneuriat, les entreprises championnes qui ressortent de tout ça, le rayonnement scientifique, ça joue énormément. On a dans le guide un exemple, par exemple, de Grenoble, la reconnaissance que gagne un territoire par rapport à ça, la formation et l'insertion professionnelle, parce que n'oublions pas, on forme par la recherche, on forme par l'enseignement supérieur des personnes qui vont être qualifiées et qui vont amener finalement des compétences incorporées dans les entreprises ou les administrations dans lesquelles ils vont travailler. On va trouver là aussi des expérimentations territoriales. C'est parce qu'on a des compétences quelquefois dans des startups. Je pense à un programme, par exemple, que connaît bien Paris Synco. C'est finalement un programme d'expérimentation urbaine. Eh ben, on le fait avec des collectivités. Ça se passe aussi à Dijon. Et à travers ça, on fait des expérimentations territoriales. C'est une forme d'output de compétences qu'on active sur un territoire. Les effets multiplicateurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ça c'est quelque chose, par exemple, que certains territoires mesurent bien, c'est qu'il y a des effets multiplicateurs d'installation d'entreprise, mais c'est pareil quand vous avez des universités, des établissements de recherche, etc. Les dépenses des chercheurs à titre personnel, les investissements dans le centre de recherche, etc. Les achats de sous-traitance, ça crée des effets multiplicateurs sur le territoire qui sont non négligeables et qui créent aussi de la dynamique. C'est cette présence-là qui fait des effets multiplicateurs. Et évidemment, on aurait pu le mettre en haut, mais on a voulu le mettre en bas, c'est la question de l'attractivité. C'est que finalement, le fait d'avoir ce potentiel-là, des outils de transformation, pensons à la station F et ses équivalents, peuvent permettre d'être attractifs, c'est-à-dire de faire venir sur le territoire des gens parce que vous avez soit la Silicon Valley locale, on va dire, soit d'une certaine manière des acteurs qui vont faire du soft landing par rapport à des entrepreneurs notamment. Et puis l'impact, les impacts, c'est tout ce qui fait finalement la dimension à moyen long terme et même à long terme de l'impact de l'innovation. Agilité des entreprises et des administrations, amélioration des capacités d'exportation, augmentation des capacités de développement global du territoire, comportement avancé des usages par les populations. Rappelons-nous, hein, quand on a, je dirais, découvert Internet il y a de nombreuses années, Stockholm était la Mecque de l'Internet et était la Mecque des technologies de l'information. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, à Stockholm, comme d'ailleurs à Montréal et dans quelques grandes villes mondiales, il y avait des gens qui avaient déjà des usages avancés parce qu'il y a des réseaux et des débits, parce qu'il y a des gens qui étaient peut-être un peu empêchés le soir de sortir dehors quand il neige beaucoup, en tout cas l'hiver, etc. Et donc avaient développé beaucoup d'usages sur Internet. Et donc on localisait des laboratoires, des startups naissaient parce qu'on observait ça au plus près. Image et réputation du territoire. L'attractivité, c'est à court terme. L'image, vous savez que c'est un objet de moyen long terme, la réputation encore plus. Une innovation diffuse. On ne sait pas trop comment elle arrive, mais il y a une espèce de, ce que disaient les économistes de Paris 1, moi je te formé à Paris 1, on parlait de milieu innovateur. C'est-à-dire que grosso modo, les réseaux précédents créent un substrat qui fait qu'il se passe quelque chose. On n'arrive pas bien à le mesurer, cette innovation diffuse, mais elle produit ce qu'on appelle un milieu innovateur, un milieu qui favorise l'innovation, et ça, c'est vraiment un impact de moyen long terme. Des nouveaux modèles économiques, n'oublions pas, hein, l'innovation, c'est pas que de la techno, on l'a vu, donc on peut produire des entreprises qui seront les plateformes de demain, pas spécialement sur de la techno, ils vont faire de l'assemblage, mais ils amènent des nouveaux modèles économiques, ils créent en fait finalement une bifurcation hein, dans les modèles, et puis un potentiel de créativité locale, etc. On a essayé de résumer ça un petit peu comme ça, il y a plein d'autres éléments, et on verra comment on peut explorer. Mais déjà, ça vous donne quelques repères pour pouvoir prendre un peu tout ça en transversal, dire mais qu'est-ce que j'ai sur mon territoire, qu'est-ce que j'ai pas, comment je peux en parler, qu'est-ce que je peux faire. Et ça amène au dernier, à la fin du graphique, qui est le graphique, la diapositive suivante. Je fais appel à mon ami Cindy. Voilà. C'est que tout ça, c'est bien joli.
mais en fait un écosystème d'innovation. Alors moi je l'appelle enseignement supérieur, recherche, innovation. Je pense que beaucoup d'entre vous l'utilisez. Ben, il faut l'accompagner. Et pour l'accompagner, il faut croiser des compétences et avoir une vision un peu holistique du sujet et puis se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je travaille plutôt sur l'enseignement supérieur, moi sur l'innovation, moi j'ai un plan de boîtes, etc., etc. Moi, je suis dans un pôle, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Un, il faut une gouvernance. Une gouvernance, qu'elle soit à l'échelle régionale, départementale, métropolitaine, comme vous voulez, bassin d'emploi, etc. Mais il faut aujourd'hui désiloter. Parce que tous ces acteurs-là, ils sont dans des politiques quelquefois publiques différentes, ils sont dans des univers différents, et pourtant ils contribuent à l'échelle de votre territoire sur finalement une dynamique commune. Mais les silos, voilà. Donc rassembler dans une gouvernance, pas pléthorique, mais rassembler les acteurs qui comptent pour qu'il y ait vraiment une stratégie à l'échelle du territoire. Ensuite, derrière, il faut que les politiques publiques, elles existent, mais elles soient aussi, je dirais, articulées avec les politiques, par exemple, d'acteurs privés, voilà, pour avoir maximisé, je dirais, les politiques publiques par rapport à ces synergies qu'on peut avoir avec le privé. Il faut des outils d'appui, certains sont mentionnés dans le tableau, évidemment, là-dessus, c'est la capacité à accompagner l'innovation. Mais tout ça, il faut aussi un tableau de bord. Et je pense qu'un tableau de bord, c'est essentiel, un tableau de bord de l'innovation, c'est-à-dire se donner des chiffres qui permettent de mesurer cette innovation de manière multidimensionnelle. Combien j'ai de chercheurs, combien de sortes d'étudiants de mes établissements, quelle est mon attractivité en termes d'entreprises innovantes, etc. Il y a plein d'indicateurs possibles qui sont liés à ce tableau ci-dessus. Et puis aussi, il y a les indicateurs qui sont liés à de suivi et d'impact de vos politiques. Donc ça, c'est un élément important. On ne peut pas avoir une gouvernance et piloter un système si on n'a pas des outils de mesure et de suivi de ce système. Et ça, pour moi, c'est un des points clés. Ce qui m'amène au tableau graphique suivant, que je vais juste présenter, parce que vous me direz tout ça, et voilà. Alors, bon, ceux qui sont adhérents au CNER, je suis désolé, je fais une parenthèse pour ceux et ceux qui sont adhérents, les autres, bah, vous êtes les bienvenus. Vous trouverez en plus du rapport un tableau beaucoup plus détaillé qui vous donne aussi des indicateurs qui peuvent être derrière ces grands critères pour voir un petit peu si vous voulez regarder la partie indicateur ou un peu plus dans le détail. Voilà, vous aurez des éléments plus précis. Voilà, je m'excuse auprès des autres, mais c'est quand même aussi important qu'on puisse, vis-à-vis de nos adhérents, leur expliquer tout ça. Cindy, si Cognac, je te rends la parole normalement. Merci beaucoup, Vincent. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on y répondra à la fin de la séance. Donc, on va passer à la partie 2 de ce dossier de bonnes pratiques. Et donc, le cube de sujet, hein, c'est les bonnes pratiques en elles-mêmes qu'on a classées en 4 grandes catégories. Et quelles sont-elles? Eh bien, les voici. Nous avons connaître son écosystème, stimuler et sensibiliser, rassembler et réseauter, puis accompagner et héberger. Alors, on va commencer. Pardon, je passe. Hop. Connaître son écosystème. Avant d'agir, il s'agit d'observer et d'analyser l'écosystème d'innovation. Ce thème regroupe les initiatives qui visent à mieux comprendre son écosystème, qu'il s'agisse de suivre des startups, d'identifier des compétences clés ou de clarifier les dispositifs d'accompagnement disponibles. Dans cette catégorie, nous allons zoomer sur l'une d'elles, qui est l'Observatoire des startups avec l'agence Grenoble-Alpes, et je vais laisser la parole à Morgane Ledoar pour cela. Morgane, bonjour. Bonjour, merci Cindy. Alors, je vais Je vais partager arrêter. mon Hop, écran, ma fenêtre. allez-y. Voilà, et passer en hop, diaporama. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je vois. Oui, parfait. Alors moi, ah oui. Alors moi, par contre, c'est marrant parce que je ne le vois plus. Mais bon, tant pis. Donc, Morgane Ledoiré, moi, je suis en charge de l'observation économique pour la grande région grenobloise au sein de l'agence Grenoble-Alpes qui est en charge de la promotion et l'attractivité économique et touristique du territoire. Alors donc je vais effectivement vous présenter comment donc j'ai eu en charge la construction et l'enrichissement et l'actualisation d'un observatoire des startups que je vais présenter en 4 points. Donc les 2 premiers points, ça sera vraiment sur la base de données, les données, comment elles ont été construites, structurées, etc. Puis les 2 points suivants, qu'est-ce qu'on fait de ces informations et ces données quantitatives ou qualitatives? Alors, d'une part, la connaissance de l'écosystème, et puis ensuite, quelques exemples aussi, comment on arrive à le promouvoir, nous, pour la région grenobloise. Alors, je ne sais pas si ça passe les slides, parce que je ne vois pas du tout. Oui, Là, oui, vous ça êtes. passe. Je suis sur Pardon? le slide où il y a marqué collecte de données et actu. Oui, voilà, merci. Donc,
Alors, l'Observatoire des startups, en fait, il a été créé à l'initiative de la métropole de Grenoble en 2018, donc il a déjà 8 ans d'existence. Donc, vous allez voir que c'est quand même relativement riche et on n'est pas parti avec toute cette richesse, hein. Ça a été construit au fil des années, mais ça montre un peu le potentiel de ce qu'on peut avoir sur cet écosystème. Alors, c'est la métropole, elle a voulu absolument construire cet observatoire parce que c'était en train de monter en puissance, qu'on a un territoire où il y avait beaucoup d'articles sur les startups. C'est des entreprises très particulières, on ne les connaissait pas très bien. Et l'idée, c'était un peu d'objectiver. Voilà. Donc, comment je m'y suis prise? Parce que je ne suis partie de rien en 2018. Aujourd'hui, on a un petit peu plus d'outils, mais en 2018, on n'avait rien. Eh ben, la première étape, ça a été de réunir tous les acteurs de l'écosystème grenoblois qui sont à l'origine de la création de start-up ou qui les accompagnent, les incubateurs, les accélérateurs, et aussi ceux qui animent les entreprises du territoire, enfin les réseaux, les clusters, la CCI, les pôles de compétitivité. Et donc, chacun d'entre eux m'ont donné leur liste de start-up sans rien d'autre. Ah ben, j'avais juste le nom de la start-up, mais c'était déjà bien. J'avais une liste et j'ai enlevé les doublons, etc. Parce qu'évidemment, il y en a enfin, qui passent par plusieurs acteurs. Et ça ne suffisait pas, évidemment, parce que je me disais, toutes les startups ne sont pas forcément passées par ces acteurs-là. Donc, dans un deuxième temps, c'est quand même gênant que j'arrive pas à voir. Là, vous êtes sur le sommaire ou Structuration, oui, on est sur le sommaire, structuration de l'information. d'accord. Et là, Voilà, là on a collecte et actualisation de données. ok. Et là, si je clique, vous avez veille, c'est ça? Oui, il y a veille qui s'affiche au milieu de la diapositive. Il y a la veille écrite, mais dans une D'accord, je vais diapositive essayer de me plus remettre remplie. en diaporama. Ah oui, bah voilà, ça y est, je Oui. crois que ça sera mieux là. Donc voilà. Donc, dans un deuxième temps, j'ai fait de la veille, donc j'ai essayé de récupérer un maximum de noms de startups et j'ai constitué une liste. Et heureusement, j'ai eu la possibilité de travailler avec une startup qui sortait du laboratoire d'informatique de Grenoble, donc Scopeye, qui n'existe plus malheureusement. Je lui ai donné ma liste et avec de l'intelligence artificielle, ils ont remonté plein d'informations. Donc ça m'a quand même pris, alors en temps humain, c'est non négligeable, hein, ça m'a pris 1 an. Alors je ne faisais pas que ça, évidemment, mais pour constituer toute cette donnée et la structurer. Donc si, voilà, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. En termes de structuration de l'information de cette base de données, voici comment je m'y suis prise. Donc, il y a 4 grandes thématiques. D'abord, bien sûr, toutes les informations administratives, ensuite les informations économiques, l'emploi et les levées de fonds. Alors, je n'ai pas précisé ce qu'on entendait par start-up. Bien sûr, je me suis penchée sur la question, sur la définition de la start-up, mais je ne vais pas rentrer sur cet aspect-là parce que ça prendrait trop de temps. Je préfère éventuellement dans la discussion qu'on en parle. Je vais vraiment partir sur comment on a monté un observatoire des start-up. Alors, les informations administratives, bien sûr, il y a plein de choses importantes, mais j'ai mis en jaune ce qui, moi, m'a été vraiment utile, à savoir la date de création et ensuite le statut de cette entreprise. Est-ce qu'elle est toujours active? Est-ce qu'elle a été rachetée, absorbée? Je fais une distinction entre les deux parce que absorbée, on ne peut plus la suivre, rachetée, on peut la suivre et ça donne des informations intéressantes. Celles qui sont fermées aussi, mais qui sont parties sur un autre territoire. Donc, je fais cette distinction, notamment pour pouvoir calculer le taux de défaillance ou le taux de survie de ces entreprises qui sont un petit peu particulières. Parce que en 2018, ce qu'on voyait dans la presse, c'est 90% des startups fermées au bout de 3 ans. C'était énormissime. En réalité, c'est pas du tout ça, hein. On a vraiment une autre réalité. Donc, c'est intéressant d'avoir la date de création et de faire la distinction entre celles qui ont vraiment fermé et celles qui sont parties. Alors, sur le plan des informations économiques, alors bien sûr, il y a toutes les informations autour de l'activité, le produit, le marché, etc. Et le travail de segmentation, il est vraiment aussi très important pour ensuite bien connaître son écosystème. Et là, j'ai envie de dire, bien sûr, il y a ce qu'on entend aujourd'hui, enfin, nous, on les a classés énergie, santé, filière santé, avec une distinction entre technologie médicale, biotechnologie. Nous, on a beaucoup de choses dans les semi-conducteurs. Mais après, vous pouvez utiliser toutes les terminologies qu'on voit aujourd'hui, hein, dans la presse, c'est fintech, energy tech, clean tech, qui finissent tous par tech, voilà. Elles peuvent être multisegmentées aussi, mais cette segmentation, moi, ça me paraît vraiment important parce que c'est ce qui ensuite va vous permettre de détecter celles qui vous intéressent pour faire des mises en relation, par exemple, ou pour les mettre en valeur. Alors, l'emploi et les levées de fonds, ce sont les 2 indicateurs quantitatifs que je suis avec beaucoup de précision, et notamment pour l'analyse de l'évolution de cet écosystème. Donc ça se met dans le temps, bien sûr. Quand on crée
un observatoire en une année T, c'est là, on va pas avoir grand-chose à dire si ce n'est le volume. Mais quand on voit dans le temps, ça, c'est vraiment une source d'information intéressante. Donc voilà, j'ai une méthodologie un peu particulière pour l'emploi, je pourrais revenir dessus. Et les levées de fonds aussi, où je les suis, toutes les levées de fonds, alors par la presse, année après année, le montant. Au tout démarrage, j'avais récupéré le nom des investisseurs. Pendant 5-6 ans, on s'en est absolument pas servi. Aujourd'hui, c'est une source d'information qu'on utilise beaucoup, on est très content de l'avoir. Donc des fois, il faut capitaliser l'information, on va pas forcément s'en servir tout de suite, et c'est pas grave en fait. Mais le fait de l'avoir stocké quelque part, on peut a posteriori l'utiliser. Alors voilà, donc je structure ça, c'est un screenshot de ma base de données, c'est sous un fichier Excel. Donc vous voyez, vous avez une ligne, c'est une startup. Les premières colonnes, c'est les données administratives. Ensuite, c'est des informations qui dépendent en fait de l'écosystème. Nous, par exemple, moi j'ai beaucoup axé sur est-ce que ce sont des deep tech, c'est-à-dire des startups qui ont des innovations de rupture, ou est-ce qu'elles sont à vocation industrielle. Et puis les informations sur l'activité où j'ai tout mis en vrac, le marché, la technologie, le produit, etc. Et puis, toute une partie sur l'emploi, vous voyez, c'est les colonnes en orange avec la source de l'information. Ça, c'est important aussi de noter d'où vient votre source d'information. Et en vert, c'est tout ce qui relève des levées de fonds. Donc, vous voyez, il y a plusieurs colonnes parce qu'il y a l'année de la levée de fonds, le montant et le nom des investisseurs. Et tout ça étant structuré, ensuite, on peut faire des filtres, on peut récupérer des informations. Je vois qu'il me reste plus trop de temps. Alors, qu'est-ce que c'est toute cette base de données, de toutes ces informations? D'abord, c'est effectivement pour connaître l'écosystème, hein, c'est ce qui a été dit juste avant moi, et c'est vraiment une source d'information riche. Donc là, par exemple, pour voir un peu la trajectoire, alors je ne vais pas tout commenter, mais vous voyez, on peut faire une distinction. On peut prendre toutes celles qui ont été créées depuis une date donnée. Donc là, j'ai mis depuis 2000, mais on pourrait dire sur les 10 dernières années. Celles qui sont actives aujourd'hui, celles qui ont fermé, faire la distinction entre celles qui sont fermées et qui sont parties. On peut calculer des moyennes, en moyenne, quand est-ce qu'elles sont fermées, etc. La distinction entre celles qui sont toujours actives mais qui ont été rachetées, celles qui sont vraiment des startups et des scale-up. Faire la distinction aussi en fonction de l'âge, parce que là, pour certains, au bout de 7 ans, c'est plus des startups. Mais enfin, moi, je pourrais en parler dans la réalité. Au bout de 15 ans, voire même plus, elles sont parfois encore des startups. Et j'ai eu l'occasion d'interroger des fondateurs de startups, c'est ce qu'ils me disent eux-mêmes, dans certaines filières, notamment les technologies de santé ou l'industrie. Donc voilà, ça c'est une manière d'utiliser cette base de données. Une autre manière, c'est de mettre en évidence qui caractérise la spécificité de l'observatoire, enfin de l'écosystème des startups de votre territoire. Nous, sur Grenoble, ce qu'on met en avant, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont issus de la recherche, qui sont deep tech, qui sont à vocation industrielle. Sur un autre territoire, ce sera autre chose que vous mettrez en avant, mais ça, c'est quelque chose qu'on a construit au fur et à mesure. Par exemple, la caractéristique deep tech, il y a 5 ans, je ne l'avais pas dans ma base de données. Je l'ai mise ensuite parce que c'est commencé à être, comment dire, une caractéristique qui était importante et aussi un enjeu économique et politique fort. Donc, je l'ai mis au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment une information qui se construit parce que c'est des entreprises quand même très particulières qui bougent beaucoup, qui pivotent, qui ferment rapidement, enfin, ou qui, quand elles se développent, des fois très rapidement. Enfin, voilà. Et puis sur les rachats aussi, vous voyez, j'ai noté la nationalité, ce qui permet aussi d'objectiver le fait que finalement les 2 tiers restent sous capitaux européens, que les Chinois sont totalement absents des rachats, etc. Donc ça permet aussi d'objectiver, notamment pour la métropole, ça c'est intéressant. Alors sur les indicateurs quantitatifs, là vous avez l'évolution des levées de fonds d'un côté, de l'emploi. Je ne vais pas commenter, mais vous voyez, quand on a du recul, ça permet vraiment de voir ce qui se passe, de voir aussi qu'à un moment donné, l'écosystème, il prend son envol, mais qu'il peut être aussi subir un coup d'arrêt, comme on voit là sur les levées de fonds. Alors les levées de fonds, c'est intéressant parce qu'on peut se comparer dans la dynamique, hein, bien sûr, avec ce qui se passe en France, voire en Europe. C'est un des rares indicateurs, l'emploi, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc je ne commente pas ça. Je passe sur la dernière partie, c'est la promotion de l'écosystème. Et là, la base de données, elle ne suffit pas. Il faut aussi aller chercher des informations qualitatives. Donc, par exemple, des photos. Nous, on a la chance d'avoir des startups qui font des produits. Et alors, le fait, par contre, d'avoir la base de données où on a vraiment une vision exhaustive, on va mettre en avant des startups qui sont vraiment représentatives de notre écosystème avec quelques photos pour incarner aussi un petit peu l'écosystème. Mais ça, on le fait, on peut, voilà, là, il y en a 9, mais elles sont vraiment représentatives parce qu'on connaît bien notre écosystème. Ensuite, on va prendre quelques chiffres clés pour en faire la promotion. Donc voilà, d'une énorme base de données. Bon, on utilise 9 chiffres clés qui sont un peu structurants, qui changent peu d'ailleurs d'une année sur l'autre, à part
Enfin, les pourcentages, en tout cas, changent assez peu. Et puis, quelques informations qui peuvent être plus, comment dire, d'actualité. Par exemple, les levées en 2025, mais ça peut être autre chose, hein. Une autre information que nous, on a retravaillé beaucoup, c'est comme on a toutes les levées de fonds, on a pu en fait classer toutes nos startups en fonction du cumul des levées de fonds et de prendre en fait les pépites, en fait celles qui ont un potentiel de croissance le plus élevé. Ça, c'est une slide qui en général a beaucoup de succès parce qu'elle est très visuelle, mais on a pu la faire parce qu'on avait une base de données derrière et puis sortir des choses intéressantes. Souvent, elle est prise en photo d'ailleurs parce que en fait, on a l'essentiel. Alors, sur les 400, ça représente 40, c'est 10% de nos startups, mais elles sont tellement, comment dire, impressionnantes que voilà, c'est ça qui est retenu en fait. On peut aller aussi plus loin en faisant un petit peu un mapping par grande filière. Donc, par exemple, je ne vais pas tout commenter, mais juste sur les TechMed, ce mapping, bah, je ne l'ai pas fait tout seul. Je suis partie d'un mapping qui a été proposé par la BPI. Et puis, on a travaillé avec le cluster de la santé sur Grenoble. Et on a retracé un petit peu le parcours du patient, donc prévention, diagnostic, soins du patient, suivi. Et on a classé nos startups. Et vous voyez que ce qui ressort, c'est par exemple, on en a beaucoup dans la chirurgie 4.0. Et ce qui met en avant très rapidement et visuellement l'expertise du territoire. La même chose sur la transition écologique, la transition énergétique. Et je arrive sur ma dernière slide. Ça, c'est une de mes collègues qui est spécialiste de la filière santé. Et elle a pris toutes les startups de la filière santé qui ont été rachetées depuis 2014 en montrant par qui elles avaient été rachetées. Donc, elle présente ça à des spécialistes de la filière santé. Donc, c'est des noms qu'ils connaissent. Et en général, ça permet de montrer le potentiel stratégique des startups du territoire en termes d'innovation. Et ça intéresse voilà, des grandes entreprises du monde entier. Voilà, j'ai fini. J'ai été rapide. Mais Merci si vous avez beaucoup, des Morgane. questions, bien sûr. Merci beaucoup, c'était vraiment bien. Honnêtement, c'est un travail remarquable. J'ai beaucoup aimé vous écouter, donc merci beaucoup. Merci, Alors, on Cindy. a une question, il me semble. Attendez, je me retourne. Hop, quels sont les critères retenus pour définir une pépite? CA potentiel, valorisation potentielle. Alors, nous, alors il y a un travail bien sûr qualitatif dans la mesure où en fait on suit les articles, hein, quand on commence à avoir des startups qui sortent ou qui sont décrites dans l'usine nouvelle ou dans les échos ou dans la presse nationale, déjà ça nous met la puce à l'oreille. Et puis aussi parce que celles qu'on a identifiées, c'est celles qui ont des grosses levées de fonds. Mais nous, on a un écosystème qui est particulier parce qu'il est beaucoup à vocation industrielle. Peut-être que dans le soft, dans le logiciel, ça sera moins le cas. Il y aura peut-être besoin moins de levées de fonds. Mais nous, on les a repérées comme ça, ces pépites voilà. Et puis après, bien sûr, c'est l'emploi. Quand on voit qu'elles commencent à décoller en termes d'emploi, c'est pour ça que c'est intéressant. On communique jamais sur l'emploi individuellement sur les startups, hein. Ça, c'est moi, je fais des enquêtes auprès des startups, je les interroge sur l'emploi, je leur dis bien sûr que ça reste confidentiel. Mais nous, en interne, on le voit bien, celles qui commencent à décoller, elles recrutent soudain 50 salariés en une année. On se dit, oulala, ça y est, ça décolle, quoi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on repère aussi les pépites. En fait, c'est multicritères, bien sûr, et puis en discutant avec les gens de l'écosystème, hein, la BPI, le CEA, les accélérateurs, voilà. On n'est jamais tout seul hein, à déterminer qui est une pépite ou pas. D'accord, merci beaucoup. Hop. Alors, la deuxième catégorie de bonnes pratiques qui était, je vous le rappelle, stimuler et sensibiliser. C'est une catégorie qui va rassembler des pratiques qui favorisent l'émergence d'idées nouvelles, la diffusion d'une culture de l'innovation auprès des entreprises, des étudiants, des collectivités ou même plus largement des acteurs de l'écosystème. Alors, il y a des défis, des jeux, des laboratoires d'idées ou partenariats stratégiques sont autant de moyens d'encourager la créativité et de favoriser l'innovation. Dans cette catégorie, je vais vous parler très, très succinctement de l'innovation Crunch Time. L'innovation Crunch Time, c'est l'Université de Montbéliard, hein. Ce sont des étudiants qui sont répartis en équipes sur 5 jours pour travailler du projet préalablement déposé par les entreprises sur toute la France et parfois même de l'étranger. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Donc un Fab Lab éphémère est créé à cette occasion qui rassemble des machines à commande numérique, des imprimantes 3D, des machines de découpe laser et des composants électroniques. Tout ça, c'est mis à disposition des étudiants pour favoriser leur prototypage. Le Crunch Time, c'est une première étape d'une démarche bien plus globale menée par l'université. La seconde étape, c'est de passer des idées finalement retenues dans un Crunch Lab pour poursuivre les meilleurs projets.
Et puis ensuite, il y a la Crunch Factory, qui est une dernière étape qui est en cours de déploiement, qui sera labellisée manufacture de proximité, qui prendra la forme d'un groupement d'intérêt économique. Donc, ça permettra de rapprocher encore plus le monde de l'entreprise et le monde académique. Alors, le Crunch Time, c'est 1400 à 1600 étudiants ingénieurs répartis dans 7 spécialités. C'est 140 à 160 projets d'innovation traités lors du Crunch Lab, 150 coachs professionnels qui sont impliqués. Et au final, 10 à 15% des projets qui se poursuivent au sein de l'université. Alors, hop, on va passer direct à la 3e catégorie de bonne pratique, qui est rassembler et réseauter. Alors, ce 3e axe regroupe les dispositifs qui créent du lien entre les acteurs académiques, économiques et institutionnels par la création de réseaux structurés, d'événements fédérateurs ou de rencontres. Alors ici, j'aimerais zoomer sur une bonne pratique qui est le réseau régional de l'innovation avec l'AER-BFC et donc Karine Berger. Karine, bonjour. Bonjour. Alors, je vais arrêter le partage. Ok. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Impeccable. Oui, super, ça marche. On a perdu Cindy ou non, c'est tout bon? Elle a l'air figée, oui, mais allez-y, je pense qu'elle nous entend. Ok, ça marche. Du coup, en effet, à l'Agence économique régionale Bourgogne-Franche-Comté, on anime le réseau régional de l'innovation. Ça fait partie du mission de notre pôle à l'Agence économique régionale Bourgogne-Franche-Comté. On a un pôle innovation recherche. Donc, dans les missions, nous avons la promotion de l'innovation, l'animation de ce réseau régional innovation, l'animation du réseau des pépinières, l'accompagnement des projets innovants et le financement de projets innovants avec un financement régional à Presta Inno. Donc, pour revenir principalement à l'animation de ce réseau régional de l'innovation, il comprend plusieurs acteurs qui ont été présentés par Vincent en première partie. Donc voilà, les acteurs soit du financement pour les projets d'innovation, donc des subventions pour commencer une innovation jusqu'au levée de fonds. On a également les aides techniques pour les projets d'innovation, soit des aides, des accompagnements qu'on peut faire en interne à l'agence, comme des labs innovation, des sessions de brainstorming pour lever un verrou technologique, technique, stratégique lié à un projet d'innovation, mais également tout l'accompagnement qu'il y a avec l'écosystème, les pôles de compétitivité, les clusters, les acteurs du transfert technologique comme les SAT, les centres techniques comme le CETIM, CEA et autres. Et incubateurs, pépinières et accélérateurs qui font partie de l'accompagnement de la création d'entreprises innovantes. Donc là, on retrouve principalement les startups, donc pour l'aide à la création et au développement. Et donc, du coup, tout ce petit monde, entre guillemets, régional est nommé sous la forme réseau régional innovation. Là, on peut retrouver voilà, le cœur de cible, voilà, vraiment les structures qui accompagnent, qui proposent des aides techniques et financières aux entreprises qui innovent. Donc les pôles de compétitivité ici, les accélérateurs et incubateurs, les centres de transfert technologique, universités, les organismes en lien entre les entreprises et la recherche, la partie plus centre technique cluster, les financeurs privés régionaux et puis les financeurs publics. Donc pour animer ce réseau, on a développé et mis en œuvre plusieurs outils. Parmi ces outils, on retrouve un guide des aides à l'innovation. C'est un guide qui reprend une page, une aide avec un contact de la structure en question, qui permet du coup au réseau de pouvoir se référencer et de répondre à toutes les questions de l'entreprise, les accompagner. On a également un agenda partagé des événements du RRI, donc RRI Réseau Régional Innovation, ça va être plus simple pour la suite. Donc du coup, c'est un agenda auquel ont accès tous les partenaires, donc les 150 structures du réseau, pour indiquer leurs événements, éviter qu'il y ait des doublons, proposer des mutualisations et vérifier que, voilà, que les entreprises puissent participer à l'ensemble des événements en région. On a également une newsletter RRI, donc vous pouvez voir un petit extrait, voilà le titre de la dernière newsletter de décembre. 4 fois par an, on envoie en version numérique la newsletter au réseau. Ou alors, dans cette newsletter, il y a un focus sur peut-être une nouvelle nomination, les entreprises, focus sur un projet innovant réalisé par une entreprise accompagnée en région. Une structure du RRI qui se présente,
voilà, parce qu'il y a des actualités, des nouveautés. On a également un film de promotion du réseau régional innovation dans lequel on retrouve des entreprises qui sont accompagnées par le réseau. La dernière fois, on a interviewé les lauréats des prix de l'innovation. Chaque année, on remet des prix aux entreprises qui ont suivi le parcours d'accompagnement assez poussé, voilà, de l'incubateur, un projet innovation labellisé par un pôle, candidaté à iLab, une aide financière reçue à France 2030, etc. Voilà, donc on valorise ces entreprises-là et donc du coup, elles ont pu participer à un film pour promouvoir du coup le réseau et l'accompagnement à l'innovation en région Bourgogne-Franche-Comté. On a également mis en place un système de parrainage donc dédié aux membres du réseau, donc quelqu'un qui travaille par exemple dans un pôle de compétitivité, qui est recruté, qui arrive, du coup va être parrainé par une autre structure pour pouvoir savoir comment ça se passe, voilà, comment se passe le réseau, être accompagné dans les différents événements, et voilà, une présentation et un peu une prise en main de cette nouvelle personne pour qu'elle intègre le réseau au plus vite. On a également mis en place une charte des bonnes pratiques en disant, bah voilà, le but de ce réseau, c'est de la collaboration, donc du transfert de contacts, du transfert d'informations, une bonne collaboration entre chacun pour que du coup faire vivre ce réseau le mieux possible. Et pour se distinguer, enfin une signature que les membres sont invités à placer sur leur outil de communication comme faisant partie voilà, d'un groupement qui est le réseau régional d'innovation signature que vous pouvez trouver ici en haut à droite de la diapositive. Donc en plus des outils, on met en place des événements pour l'animation et à la fois la promotion de ce réseau régional de l'innovation. En événements dédiés au réseau, aux membres du réseau, il y a 3 événements chaque année. Début d'année, des réunions d'échange qui ont pour but du coup de présenter à l'ensemble du réseau les actualités et les événements du cœur de cible, vraiment les structures qui accompagnent les entreprises d'innovation. Elles ont lieu en visio, donc là c'est prévu pour fin février. On a également des webinaires d'interconnaissance pour le réseau également. Donc ça a pour but de présenter de nouveaux outils, des nouveaux dispositifs, un centre technique qui développe un nouveau programme, voilà, pour que chacun puisse être au courant et le transmettre aux entreprises qui s'accompagnent. Et enfin, une journée plénière, cette fois-ci en présentiel, qui a lieu chaque année début juillet, pour but de rassembler tout le réseau sur une journée, avec le matin une séance plénière voilà, de présentation des dispositifs qui arrivent de l'année, voilà, faire un point d'état, état des lieux. Et puis l'après-midi, des séances de travail, comme on peut voir là sur les photos, la photo du haut notamment, où c'était une session d'un atelier. Par exemple, cet atelier, c'était le et après. Une entreprise est accompagnée par le réseau. Une fois qu'elle sort de l'accompagnement incubateur, accélérateur, etc., qu'est-ce qu'elle devient, comment est assuré le suivi et comment améliorer ce suivi-là. C'est un exemple voilà, de session de travail du réseau pour continuer à s'améliorer. Et chaque session de travail aboutit à des objectifs à remplir qui sont du coup nos objectifs de l'année qui arrive, l'année qui suit. On a également des événements qui sont accessibles à tous, donc membres du réseau et également entreprises. Ce sont des journées techniques. Voilà, on peut trouver des thèmes qu'on appelle Innov-Tour, pardon. On peut trouver des thèmes tels que l'utilisation de l'IA en entreprise, comment être agile, comment faire du lean management. Donc tout ça en format avec une présentation très courte en théorie, 30 minutes théoriques et puis ensuite 1 heure à 1h30 vraiment de pratico-pratique avec les directeurs, les chefs d'entreprise. Et enfin, l'événement dont on voulait vous parler également, c'est que chaque année, on organise le rendez-vous de l'innovation en Bourgogne-Franche-Comté qui s'appelle Créer demain. Donc l'année dernière, il se portait sur le thème de l'agilité. Et du coup, c'est vraiment un rendez-vous destiné aux entreprises et aux acteurs de l'innovation, dont le réseau régional innovation. Donc c'est également un lieu pour que chacun puisse retrouver ses entreprises accompagnées, puisse en découvrir d'autres, puisse se présenter. Voilà, l'année dernière, c'était plus de 250 participants, 130 rendez-vous B2B. C'est formé avec voilà, des tables rondes, des keynotes et puis beaucoup d'espaces de réseautage, en plus de la cérémonie de remise des prix de l'innovation dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Voilà pour l'animation du réseau régional d'innovation en Bourgogne-Franche-Comté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci Karine. On a retrouvé normalement Cindy quand on a retrouvé son micro. Voilà. Ok. Bon, j'ai vu apparaître puis redisparaître. En tout cas, merci beaucoup Oui, de ce je partage. suis revenue. Eh bien, Cindy, je te laisse la parole. Merci beaucoup. J'ai eu des gros soucis de connexion, mais je suis de retour parmi vous. Alors, hop, on va reprendre la présentation. Et donc, la dernière catégorie, merci beaucoup Karine, c'était très bien. Hop, on va se dépêcher parce qu'il me semble que Gwenaëlle a un petit rendez-vous juste après. Alors ici, c'est la catégorie accompagner et réseauter. Ce troisième axe regroupe les dispositifs pour passer de l'idée au projet et du projet à la réussite, excusez-moi. Un accompagnement adapté est indispensable. Ce dernier thème met en avant ces actions et nous allons tout de suite vous présenter Innova Up, qui est une pépinière gérée par Caen Normandie Développement. Gwenaëlle, bonjour. Bonjour. Alors, je vous avais préparé des petites photos, mais j'arrive pas à partager mon contenu. Ah, alors attendez, je vais arrêter le partage moi-même déjà. Alors, attendez. Essayez de vous... Je retrouve pas mon document. Bon, c'est pas grave, je vais vous dire un petit peu les choses. Vous pouvez partager une fenêtre ou un écran, parce que quelquefois on peut partager. Ben ouais, Par contre, dans mon partage, là, j'ai que... Écoutez, je vais commencer sans. Donc, nous, on a créé donc, la pépinière Innovap. Donc, on a ouvert en novembre 2024. Donc, Innovap, c'est la 6e pépinière de Caen-la-Mer, puisque donc moi, je fais partie de l'agence de développement économique de Caen-la-Mer. Et à ce titre, je suis responsable de l'entrepreneuriat et de la gestion immobilière. Donc, gestion immobilière à destination des entreprises sur du patrimoine foncier immobilier de Caen-la-Mer. Donc, nous, on a un écosystème à Caen-la-Mer très favorable en fait aux entreprises innovantes et on travaille énormément avec Normandie Incubation, donc l'incubateur régional. Et on est parti du constat que les entreprises qui sortaient de Normandie Incubation et donc après 18 mois d'incubation, d'accompagnement, de cocooning, de réseau entre elles, ces entreprises, au bout de 18 mois, elles intégraient soit une pépinière, soit elles volaient de leurs propres ailes. Et il y avait toujours ce manque où elles nous disaient que elles aimaient bien l'ambiance incubateur et que pour elles, pour ces entreprises, ça aurait été bien d'avoir un lieu où elles pouvaient se retrouver comme un incubateur. Donc, la décision a été prise de créer la pépinière Innova Up et de dédier cette pépinière d'entreprise uniquement aux entreprises qui sortaient de Normandie Incubation. Donc, quand la mère était propriétaire de locaux de bureau assez vieillissants, enfin, qui avaient quelques années, qui n'étaient vraiment pas au goût du jour. Et donc, ce plateau de 470 mètres carrés, on a décidé de l'aménager. Donc, on s'est fait accompagner d'une architecte. Mais on avait des critères d'aménagement pour ce plateau, puisque la région a financé en partie cette pépinière et l'idée de départ, c'était OK, on vous accompagne, mais sortez un projet qui a du sens. Donc avec un minimum de budget, on a décidé en fait avec l'archi de travailler sur un plateau pour lequel on n'allait pas changer énormément le cloisonnement ou la disposition des bureaux, mais on a gardé le maximum de cloisons existantes. Et puis, on a fait un petit peu de peinture, on a changé des sols et on a créé ainsi 12 bureaux de 10 à 24 mètres carrés. Et puis, on a créé des espaces partagés, donc cafétéria, espace de coworking, salle de réunion. Et puis, s'est posé aussi le sujet de l'aménagement et donc des meubles de cette pépinière, puisque
Nos bureaux sont tous meublés pour les entreprises. Et ben, on a décidé de travailler avec le plateau circulaire. Donc, le plateau circulaire, c'est une entreprise du territoire qui travaille avec des matériaux de seconde main ou de déconstruction. Et donc, eux, ben, ils nous ont fait des tables avec du bois récupéré sur des chantiers de construction, notamment du CHU à Caen. Ils ont travaillé avec des portes coupe-feu qu'ils ont récupérées dans nos locaux ou dans un collège pour faire des meubles. Donc, c'est comme ça qu'on a des bureaux dans ces... enfin, des bureaux, des bureaux, des meubles qui ont un plateau qui est donc une porte coupe-feu qui est, voilà, qui est rechampée, repeinte. Et puis, les pieds de ces bureaux sont du bois de charpente. Et il y a des grilles devant pour cacher un petit peu les pieds qui sont des dalles de faux plafond. Donc voilà, il y a eu ça. Il y a eu également des tables de réunion, pareil, avec du bois de récupération, du bois de charpente. Ils nous ont fait également des espaces de coworking Ouais, avec ça me parle. des portes. Et donc, voilà, donc c'était vraiment l'idée d'aménager cet espace avec le maximum de seconde main, d'objets et de mobilier issus de la reconstruction, enfin de la déconstruction plutôt. Et puis, bah, pour le mobilier, il n'y a pas encore vraiment de filière de mobilier de seconde main. Donc, on s'est rapproché d'entreprises en local qui vendent du mobilier de bureau, mais qui ont des stocks dormants. Et ces stocks dormants sont soit du mobilier de bureau, donc c'est des fauteuils, des tables de réunion, des tableaux, des chaises, qui ont fait des showrooms plusieurs années, qui ont été utilisés, bougés, voilà, qui sont plus de première main, mais qui sont tout à fait corrects. Ou alors, puisque ces entreprises aujourd'hui sont obligées de récupérer du matériel dans les entreprises pour lesquelles elles remettent du mobilier neuf. On a racheté ce mobilier, donc on est allé voilà, sur des prix qui étaient à entre 50 et 90% de remise. Et puis on a meublé les espaces avec ce mobilier. Donc c'est très hétéroclite, mais le résultat est vraiment très sympa. Et aujourd'hui, on accueille 5 entreprises. Donc, on a un taux de remplissage d'à peu près 50% sur les 12 bureaux. Et donc, c'est tout compris. L'entreprise, en fait, sort de l'incubateur, arrive sur InnovaUp, branche son PC et travaille. Donc, voilà, la pépinière a un peu plus d'1 an d'existence et elle marche plutôt bien. Et donc, ces matériaux de seconde main sur les jeunes entreprises ont aussi un effet eh ben, que ce sont souvent des entreprises qui cherchent à avoir un impact aujourd'hui et le fait de leur proposer des locaux avec nous, cet objectif d'impact faible sur l'environnement, voilà, est quelque chose qui les a qui leur a fortement plu. Merci Voilà. beaucoup. Il me semble que vous proposez aussi un loyer progressif aux startups. Alors oui, bah, on fait ça sur toutes nos pépinières d'entreprise en fait. Donc D'accord. Ah oui. sur les 3 premières années, effectivement, les loyers sont progressifs et en deçà des prix de marché. Donc là, pour vous donner un exemple, un bureau de 20 mètres carrés qui est meublé en pépinière aura un coût mensuel de 300 € la première année pour l'entreprise. Et puis sur les 2 années suivantes, les prix vont un peu augmenter. Et ensuite, on propose aux entreprises, au bout de 3 ans, de les conserver encore au sein de la pépinière, mais sur un loyer type hôtellerie, donc avec un prix qui se rapproche du prix de marché, mais où l'entreprise va quand même avoir tous les services annexes, donc de salle de réunion et voilà, de réseautage. Et puis, comme c'est la 6e pépinière, et on travaille en réseau sur les 6 pépinières, on offre donc des formations à tous les hébergers des pépinières, donc en lien également avec Normandie Incubation. Donc,
Cette 6e pépinière, c'est vraiment greffé aux 5 premières. Donc, les événements entre hébergés sont pour tous pareils. On organise des after-work, on organise des soirées, on organise des rencontres. On est fortement lié avec la French Tech aussi à Caen, donc cet écosystème fonctionne bien. Et voilà, on a vraiment un écosystème qui fonctionne à Caen. Et l'idée est de garder ces entreprises sur le territoire, puisque on a d'autres bâtiments plus tertiaires qui peuvent accueillir des entreprises, et on gère également du foncier bâti et non bâti sur les zones d'activité de Caen-la-Mer. Donc les entreprises peuvent vraiment arriver à Caen-la-Mer avec une idée et voilà, s'implanter après tout un parcours en zone d'activité. Super, merci beaucoup. Alors, Cyril Sergère nous disait tout à l'heure dans le chat qu'une maison de l'innovation va bientôt être mise en place sur son territoire. Pour info, Cyril travaille sur le territoire de Vichy. Alors, ça intéresse beaucoup le CNER. N'hésitez pas à nous transmettre les informations quand vous les aurez. Merci Cyril d'avance. Alors, je reprends un petit peu avec ma présentation. J'ai plus qu'une seule petite diapo. Hop, la fin. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. N'hésitez pas à intervenir. Sinon, la brochure va être mise en ligne d'ici quelques instants. Alors, laissez-moi une petite demi-heure, histoire de me battre avec le back-office et de vous mettre ça directement dessus. Vous aurez ça d'ici une demi-heure. Vous pourrez télécharger, donc tout le monde pourra télécharger une synthèse publique. Vous cliquez sur le petit bouton synthèse qui apparaîtra dans la page publication du site. Et puis, nos abonnés pourront bien évidemment télécharger la brochure complète. Voilà, n'hésitez pas à continuer. Le replay sera bien évidemment disponible aussi dans la partie replay de notre site internet. Il sera accessible à tous. N'hésitez pas à vous y rendre. Est-ce que quelqu'un a des questions avant de vous quitter? Non? Eh bien, il ne me reste plus qu'à remercier mes intervenantes, Karine, Gwenaëlle et Morgane. Merci beaucoup pour vos interventions. C'était très intéressant. Merci à toutes les Vincent trois. également. Merci. Merci. Merci à À tous et à bientôt. toutes. Excellente journée et au plaisir de vous Merci, retrouver au sur revoir. les chemins Au de revoir. l'innovation. Merci.